Alors, que Poutine, effectivement, on va l'aborder par un angle, c'est ce qui était prévu, on va l'aborder par l'angle de l'Ukraine, en essayant d'abord d'écrire un peu les racines profondes de ce qui s'est passé en Ukraine, sans s'attarder trop sur l'actualité. On pourra après, j'imagine qu'il y aura tant de questions après, donc on pourra parler un peu d'autres questions, mais plus pour voir les racines lointaines. Et puis vous le verrez, on arrivera peu à peu du coup à étudier un peu la position des différents protagonistes, la Russie bien sûr, mais aussi un peu l'Europe et beaucoup les États-Unis. Alors, avant d'aborder donc ce première étape, donc, disons sur l'Ukraine à en parler, je voudrais tout de suite vous rassurer. Je ne suis pas comme Mauriac à propos de l'Allemagne qui disait, vous savez, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait plusieurs. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'aime tellement l'Ukraine que je préfère qu'il y en ait deux ou trois. En plus, il y a des éléments d'unité au sein de la nation ukrainienne, unité dont l'un des plus importants, on en reparlera peut-être, est le souvenir de l'Holodomor qui a touché toute l'Ukraine, qu'il s'agisse de l'Ukraine ukrainophone, parlant ukrainien, ou l'Ukraine de l'Est russophone. L'Holodomor, hein, c'est en 32-33 le génocide organisé par Staline par le biais d'une famine volontairement organisée. On a enfermé à ce moment-là toute une partie de l'Ukraine avec des gardes qui empêchaient les soldats, qui empêchaient les Ukrainiens de partir. On a enlevé la nourriture et puis après on a laissé les choses se faire naturellement. Plusieurs millions de morts, on ne sait pas encore très bien, plusieurs millions. Il ne faut pas oublier non plus ce genre de choses quand on va être amené à expliquer un peu la réaction des Ukrainiens, en particulier des Ukrainiens hostiles à la Russie, hostiles à Poutine. N'oubliez pas ces événements qui n'ont jamais que 70, 80 ans, c'est-à-dire que les Ukrainiens actuels ont eu des grands-parents qui, Ukrainiens de 50, 60 ans, ont connu des grands-parents qui leur ont raconté cet épisode. C'est pas d'histoire morte, c'est pas d'histoire très lointaine. Tant que les grands-parents sont là pour raconter quelque chose, les choses ne meurent pas. Et voilà, donc pour comprendre aussi, alors là on peut parler de la haine, littéralement, d'un certain nombre d'Ukrainiens à l'égard de la Russie et à l'égard de l'homme qui dirige la Russie, Poutine, il faut aussi ne pas oublier ce genre d'événement, qu'on sera amené à y revenir. Alors, maintenant, donc, pourquoi plusieurs Ukraines? Eh bien, Emmanuel Todd, dans l'ouvrage que vous connaissez sans doute, qui a déjà une dizaine d'années, Après l'Empire, parle d'une zone mal structurée, floue. Un pays qui, en effet, n'a jamais eu vraiment d'existence dans le passé. Alors, si, bien sûr, il y a la Rousse, autrefois, entre le 10e et 13e siècle environ, 140, la prise de Kiev par les Mongols, mais la Rousse, justement, ne s'appelait pas l'Ukraine. C'est la première Russie autour de Kiev, pas du tout avec les mêmes limites que l'Ukraine actuelle. Elle est allongée le long du Dniepr, comme pour rejoindre au nord les pays scandinaves et les Varegs du nord, qui ont largement donné naissance à cette première Ukraine, et Byzance au sud, Constantinople, donc l'Empire des Byzantins, d'où vient la foi orthodoxe à laquelle se convertit justement cette Russie-Ukraine, comment dire, justement, l'interprétation de ce que signifie la Rousse n'est pas la même selon qu'on se trouve à Kiev ou à Moscou. Encore aujourd'hui, l'histoire, là aussi, est un terrain de rivalité. Et puis après, l'Ukraine n'a quasiment jamais été indépendante. Il y a eu, nous y reviendrons, quelques États cosaques, plus ou moins autonomes, qui ont vaguement existé au XVIe siècle. Puis elle est tombée sous la domination de l'Empire russe, éventuellement de la Pologne également, on va y revenir. Et puis elle a revu le jour en 1918 à peu près, jusqu'en 1921-22. Mais cet État ukrainien n'a jamais réellement existé. Il est né de la défaite de la Russie et de la paix de Brest-Litovsk, occupé largement par les troupes allemandes qui ensuite se sont retirées, et en proie à une guerre civile abominable entre les anarchistes de Makhno, le pouvoir officiel incarné par l'Assemblée ukrainienne, la Rada, qui porte le même nom aujourd'hui, l'Assemblée ukrainienne, la Rada, les troupes bolcheviques au nord-est, les troupes blanches de Dénikine
puis de Vlasov au sud. Bon, cette Ukraine n'a jamais non plus réellement existé. Donc l'Ukraine, en fait, on peut le dire de certaine façon, est une création récente, 1991, en tout cas dans les frontières que nous les connaissons, et qui viennent de changer d'ailleurs, c'est une création récente. C'est par ailleurs un pays à identité partagée depuis le début, en différentes régions. Alors, vous allez voir que les choses sont bien faites. Ceci est uniquement destiné à encourager l'achat de la revue. Car vous avez à l'intérieur de cette revue 2 cartes. Alors, je les montre uniquement pour faire du teasing, hein, comme on dit, puisque vous n'allez rien voir. Hein, vous ne les verrez que si vous achetez, bien sûr, la revue. Alors, que disent ces cartes? Eh bien, ces cartes nous montrent le découpage de l'Ukraine en 1377, à la mort de Valdemar de Lituanie, au moment où le duché d'Italie est à son maximum, et on voit très nettement que l'Ukraine est divisée en 3 régions, un petit peu. L'extrême ouest est polonais, autour de la ville que vous appellerez Lvov ou Lviv, selon que vous êtes plutôt russophile ou ukrainophile. Le centre, ici, est lituanien, et l'est et le sud dépendent des Tatars, hein, c'est turco-mongol islamisé, et sera récupéré ensuite par la Russie. Eh bien, si vous regardez cette carte, et si vous regardez ensuite le scrutin présidentiel, alors là on voit mieux à cause des couleurs, de 2010, vous voyez qu'il y a une superposition incroyable, incroyable, entre les régions qui n'ont accordé quasiment aucune voix à Yanukovych, hein, le président qui vient d'être déchu, et qui était le représentant du parti des régions plus proche des russophones. Hein. Là, moins de 20% des voix. C'est la région d'ailleurs, dans les 3 oblasts de l'Ouest, en partie autour de Lvov, c'est la région où les nationalistes ukrainiens, comme Svoboda, font leur score. Ils font là, la région de Lvov, l'oblast de Lvov, ils font jusqu'à 50% des voix. Ils font presque rien dans le reste du pays, mais ils sont extrêmement puissants dans toute cette zone. Vous avez ensuite la partie centrale, où Yanukovych a fait entre 20 et 40% des voix. Et vous avez l'Est et le Sud, ce qui apparaît en vert plus foncé. C'est exactement la zone qui était tatar autrefois, l'Est et le Sud, où il fait plus de 60% des voix. Vous avez bien entendu, il n'y a pas une coupure, il y a un véritable fossé. D'un côté, il fait moins de 40, de l'autre, il fait plus de 60. On voit bien que la coupure est extrêmement forte. Ceci, c'est le résultat de l'histoire. Car évidemment, les 3 Ukraines, polonaises, lituaniennes, tatars, puis russes, ont évolué de façon différente. Et l'Ouest en particulier, la région de Lvov, est resté longtemps polonais, puis lors des différents partages de la Pologne, c'est la seule partie de l'Ukraine qui a été prise par l'Autriche-Hongrie, la Galicie, prise par l'Autriche-Hongrie, et elle a vécu un rythme complètement différent jusqu'en 1945 du reste du territoire. Et puis le reste donc a été soit rattaché rapidement à la Russie, c'est le cas de l'Est et du Sud, soit rattaché peu à peu à l'occasion des différents partages de la Pologne dans le cas des régions récupérées par Moscou, puis Saint-Pétersbourg. Les religions se sont en même temps séparées. À l'ouest, vous avez des petites minorités catholiques, purement catholiques, dépendant totalement de Rome, qui correspondent en général aux minorités hongroises et essentiellement hongroises, oui, qui ont été rattachées à l'Ukraine en 1945 avec l'annexion de la Ruthénie, ce qu'on appelle la Ruthénie, l'ancienne Ukraine subcarpatique. Oui, tout ça est très compliqué, je sais, c'est très compliqué. Qui a été hongroise pendant un moment, en même temps, et donc qui a été récupérée, enlevée à la Tchécoslovaquie en fait, par les Russes en 1945 et donnée à l'Ukraine. Vous avez dans la région de Lvov ce qu'on appelle des uniates, c'est-à-dire des catholiques de rite grec, s'étant rapprochés
de Rome, déjà dans le cadre de l'Empire byzantin, avec l'Union de Florence, puis plus tard avec d'autres conciles, en ce qui concerne plus précisément l'Ukraine. Donc, sont rattachés à Rome. Au centre, vous avez des orthodoxes, mais qui dépendent du métropolite de Kiev, restauré en 1991 au moment de l'indépendance. Et à l'est, vous avez des orthodoxes à nouveau, mais dépendants du métropolite de Moscou, donc rattachés à Moscou. Coupure historique, coupure religieuse. Coupure moins nette, mais coupure également ethnique, partiellement, et surtout linguistique. Les populations russes, avec le temps, se sont installées à l'est. On estime que c'est 20% de la population ukrainienne qui est d'ethnie russe, qui est d'identité russe. Mais le russe comme langue s'est développé plus, ne serait-ce que dans le cadre de l'URSS, évidemment, à cause des relations économiques multiples qui n'ont pas disparu avec la Russie. Donc on estime qu'il y a un tiers de russophones en Ukraine, je ne parle pas de la Crimée, l'Ukraine telle qu'elle existe maintenant, donc un tiers de russophones de l'essence, étant entendu que beaucoup d'Ukrainiens, bien au-delà des russophones de l'essence, parlent le russe et sont capables de s'exprimer en russe dans la partie centrale. Il y a aussi une coupure, alors là qui remonte à plus loin, ou des différences géographiques. Revenons toujours à la géographie, quand on fait de la géopolitique. Vous avez une Ukraine de l'Est qui prolonge le Tchernozem, la Grande Plaine, qui se trouve au sud de la Russie. C'est le Tchernozem unit à l'Est la Russie et l'Ukraine. Et à l'Ouest, vous avez ce qu'on appelle l'Ukraine bocagère, qui est plus vallonnée, qui est plus tournée sur le plan agricole vers les activités d'élevage, qui est très peu industrielle, alors que l'Ukraine de l'Est, qui a de la chance d'avoir du charbon et du fer presque à côté, est au contraire traditionnellement très industrielle, même si son industrie souffre de pas mal de problèmes, est un peu obsolète à de nombreux points de vue. Il y a du coup une coupure ou des différences économiques. Les régions de l'Est sont très tournées vers la Russie. Elles fournissent à la Russie du fer, de la fonte, et elles fournissent également des biens mécaniques. En particulier, et ça c'est très important pour la suite, et on comprend peut-être mieux aussi certaines réactions de Moscou, en particulier, elles alimentent beaucoup en pièces détachées le complexe militaro-industriel russe. Il y a toute une partie des pièces détachées nécessaires pour fabriquer des avions, pour fabriquer des chars, etc. en Russie, vient en fait d'Ukraine. Donc c'est un élément aussi important à prendre en compte. Et ne l'oubliez pas, toujours preuve de ce double regard ukrainien, l'Ukraine reçoit un peu moins d'un tiers de ses importations de la Russie. Et 31%, donc 32% pour la Russie, 31% de l'Union européenne, vous voyez, presque équilibre, mais vous voyez quand même l'importance des liens économiques avec la Russie. Et elle fait 25% de ses exportations vers la Russie, et elle reçoit 24% de ses exportations. Elle fait 24% pardon, de ses exportations vers l'Union européenne. Un quasi-équilibre en l'occurrence, qui confirme un peu les visages multiples de l'Ukraine. L'Ukraine est donc un pays, c'est le sens de l'article de Thierry Buron dans le dossier dans la revue Conflit. L'Ukraine est un pays à identité multiple, qui célèbre des fêtes contradictoires, rappelant les différentes facettes de son passé, la Grande Guerre patriotique d'une part, la guérilla nationaliste qui continua, on l'oublie souvent, jusqu'en 1954, après la Seconde Guerre mondiale, en Ukraine, qui durera pendant une dizaine d'années quasiment. C'est évidemment plus à l'est qu'on fait la Grande Guerre patriotique, mais on l'a fait partout. Et c'est plus à l'ouest qu'on fait les guérilleros, anticommunistes, qui avaient combattu du côté de l'Allemagne, bien sûr. On les fait plus à l'ouest. Et on a donc ainsi deux lectures de l'identité ukrainienne qui se retrouvent dans l'interprétation différente justement que l'on fait de la Russe. Pour Moscou, la Russe est la première Russie dont les valeurs ont été récupérées après la chute de Kiev, ont été récupérées plus au nord par les villes de la taïga, par les villes de la forêt,
par Novgorod, et puis surtout, bien sûr, après par Moscou. Mais il y a une continuité de l'histoire russe, de la Rousse à la Russie. Pour les Ukrainiens, la Rousse est quelque chose de radicalement différent de ce que deviendra la Russie plus tard, est un territoire qui n'a jamais été tenté par la steppe, tenté par l'Est, qui regardait vers le nord, qui regardait vers l'ouest, qui regardait vers le sud, mais qui était profondément différent des autres villes russes, d'ailleurs à l'époque beaucoup moins développées, beaucoup moins puissantes que la ville de Kiev et que la Russe autour de la ville de Kiev. Il y a donc, en fait, différentes Ukraines. Alors, du coup, l'Ukraine est d'abord un pays à l'équilibre fragile. On l'a vu. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que, on a vu qu'il y a deux Ukraines, alors, je le répète, qui à la fois ont un certain sentiment d'identité. Hein, il ne faut pas nier qu'il y a une nationalité ukrainienne, y compris à l'Est. Et si vous regardez bien les troubles qui se produisent actuellement, ils sont très concentrés, les mouvements séparatistes en Ukraine sont très concentrés dans la région de Donetsk. Mais si vous regardez par exemple une ville qui est russe, elle aussi, comme Kharkov, eh bien vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'agitation pro-russe dans une ville comme Kharkov, ce qui montre bien qu'il y a, y compris dans une ville comme Kharkov, il y a quand même le sentiment qu'il y a une identité et une unité ukrainienne. Premier phénomène. Mais de l'autre côté, chacune de ces deux Ukraines, voire de ces trois Ukraines, de l'extrême ouest, du centre et de l'est, a peur d'être dominée par l'autre. Et ce qui s'est passé, l'erreur, je dirais, fatidique de ce qui s'est passé en février dernier, c'est que les Ukrainiens de l'Est ont eu le sentiment que le pouvoir leur était arraché par la force, ce qui de certaine façon est bien vrai, c'est bien un coup de force qui a chassé le président Yanukovych. Vous savez qu'un compromis qui, en fait, semble-t-il, avait plus ou moins l'aval de la Russie, avait été négocié par 3 ministres de l'Union européenne. J'aurais pu te dire 2, puisque notre ministre, Laurent Fabius, était parti avant la fin des négociations pour aller à Pékin, vous en souvenez peut-être. Pas très sérieux en l'occurrence. Donc, c'est les Polonais et les Allemands qui ont négocié avec les Ukrainiens, et par derrière, les Russes donnaient leur aval, et ça, disons que ce compromis permettait d'exfiltrer en douceur Yanukovych en préparant de nouvelles élections présidentielles légales. Il resterait au pouvoir jusqu'à ces élections présidentielles qui étaient prévues pour mai, et donc on préparait une transition en douceur. Il se trouve que la foule présente à Maïdan, ou une partie de cette foule, les plus radicaux ne l'ont pas voulu, qu'avec, il faut bien le reconnaître, je pense que vous avez tous vu les images, un certain cran, hein, il faut bien le dire. Ils sont partis à l'assaut, ils ont explosé les CRS locaux, ils se sont emparés d'un certain nombre de bâtiments officiels et ils ont amené, sous la pression, on connaît bien ça avec la Révolution française, le Parlement a changé de point de vue, a destitué Yanukovych, qui a fui dans la foulée, et donc a en fait ordonné le pouvoir. Alors évidemment, les Ukrainiens de l'Est ont eu le sentiment d'un coup de force, qu'ils ne déménageaient pas, qu'on avait arraché à un homme qui avait été élu par eux, la carte, essentiellement par eux. On l'avait arraché à un homme qui avait été légalement élu par eux. Je le rappelle aussi que l'OSCE avait couvert le scrutin de 2010 et qu'elle avait tout à fait avalisé les résultats en disant qu'il n'y avait absolument pas de fraude, que le scrutin était tout à fait normal. Et donc, voilà, par la force, on les chassait du pouvoir. J'ajoute qu'il y a une décision dont vous avez tous entendu parler, j'imagine, incroyablement maladroite, qui a été immédiatement adoptée par la Rada, mais qui n'a pas été ratifiée par le nouveau président. Donc qui ne s'est pas appliquée. Mais enfin, la décision a été votée, qui a été d'interdire l'usage du russe comme seconde langue officielle dans l'Est du pays. Inutile de dire que, évidemment, les Russes ont l'impression, les russophones de l'Est, les provinces de l'Est, ont eu le sentiment que c'était une sorte de provocation d'une part, et une sorte littéralement de vengeance contre eux, de la part des Ukrainiens de l'Ouest, voilà, qui alors là faisait réellement jouer une coupure très forte au sein de l'Ukraine, le sentiment d'une partie des Ukrainiens que les autres Ukrainiens, que les Ukrainiens de l'Ouest se vengeaient d'eux en prenant des mesures qui, encore une fois, n'ont pas été avalisées, qui n'ont pas été transcrites dans la loi, mais enfin, qui ont quand même été votées par la Rada, ce qui, évidemment, pour le moins, faisait mauvais effet. J'ajouterais aussi, mais ça c'est pour comprendre autre chose, nous parlerons après, qu'au même moment,
un certain nombre de nationalistes ukrainiens ont intelligemment annoncé que l'une des mesures qu'il fallait prendre rapidement, c'était de casser le bail accordé à la Russie pour Sébastopol, bail de 40 ans, donc d'arrêter immédiatement ce bail de Sébastopol et de demander aux Russes d'évacuer Sébastopol. Je pense que même s'il s'agissait d'une provocation peu sérieuse, hein, parce qu'encore fallait-il les faire partir, hein, je ne vais pas te dire partez, hein, même si la provocation n'était pas très sérieuse, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et il y a quelqu'un à Moscou qui a entendu cela, et là aussi ça explique un peu la suite de ce qui s'est passé. Deuxième chose, qu'est-ce que l'Ukraine, donc un pays à l'équilibre fragile, et toute tentative d'un camp de vouloir s'imposer au détriment de l'autre risque de faire exploser l'Ukraine à tout moment. C'est ce qui est peut-être en train de se passer, c'est ce qui a failli en tout cas se passer. Voilà. Les dirigeants ukrainiens, les différents partis ukrainiens devraient avoir la plus grande prudence quand on est dans un pays dont l'équilibre est assez fragile pour les raisons historiques très lointaines que nous avons évoquées. Et ben voilà, on est pour le moins prudent, on ne fait pas les choses, on ne rate pas les choses excessivement. Deuxième élément, l'Ukraine est un contact. Le mot Ukraina vient du slave kraj, qui signifie incision, limite et par extension région. Ce qui fait que, à nouveau, vous allez le voir, c'est extraordinaire, décidément, ils ne sont d'accord sur rien. Les Russes considèrent que le mot Ukraine veut dire la frontière, le limes, entre quoi et quoi nous allons y revenir, alors que les Ukrainiens considèrent que le mot Ukraine veut dire notre pays. Encore une fois, deux façons de voir les choses, notre pays en un mot différent de la Russie. Ils ne sont même pas d'accord sur ce que signifie le nom de leur pays. C'est même assez drôle en l'occurrence. En tout cas, c'est évidemment, si on prend cette définition de l'Ukraine comme limite, le contact entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale. Alors là encore, en remettant les choses dans le temps long, hein, en voyant les choses de loin, je dirais que tout cela remonte à 1921-1922. En 1921, Savitsky, qui est l'un des principaux auteurs eurasistes, sinon le principal auteur eurasiste de l'entre-guerre, publie Tournant vers l'Orient et définit pour la première fois avec clarté, il y avait eu des eurasistes avant même de 1914, mais c'est la première fois qu'avec grande clarté, on définit l'Eurasie. En 1922, le comte Koudanov-Kalergi publie son manifeste pan-européen qui appelle à la création d'États-Unis d'Europe. Ils sont de certaine façon d'accord sur un point. Les eurasistes considèrent que l'Eurasie, qu'ils assimilent en gros à la Russie, s'arrête à l'Ukraine, englobe l'Ukraine en l'occurrence, s'arrête à la Pologne, qu'elle n'englobe pas. Pour eux, la Pologne ne fait pas partie de l'Eurasie, et s'étend en direction de l'Est, y compris sur l'Asie centrale, y compris sur la Mongolie. Puisque pour eux, l'Eurasie, c'est avant tout l'empire des steppes. L'Eurasie est née de la conquête mongole, les Tatars, encore une fois, turco-mongols islamisés, et la Russie a repris cette conquête et l'a refait, si on peut dire, en sens inverse, de l'ouest vers l'est, en unifiant à nouveau la steppe et en s'appuyant également au nord de la steppe sur la forêt, sur la taïga. Donc c'est une réalité pour eux avant tout géographique, et non pas du tout linguistique ou ethnique. C'est pourquoi les eurasistes réfutent totalement le panslavisme, et c'est pourquoi ils proclament que la Pologne ne fait absolument pas partie de l'Eurasie. C'est un monde complètement différent pour eux. L'autre définition de l'Eurasie pour eux, en dehors de cette définition très géographique, c'est une définition religieuse. L'Eurasie pour eux, c'est l'orthodoxie. Et cette orthodoxie permet que l'Eurasie se distingue radicalement de ce que les eurasistes appellent les peuples romano-germaniques. C'est-à-dire tout ce qui est à l'ouest, encore une fois, de l'Eurasie, qui n'a rien à voir avec eux et avec qui ils ne veulent pas avoir. Koudanov-Kalergi, dans son idée d'Europe unifiée, s'arrête exactement de la même façon à la Russie. Il estime que la Russie, en devenant communiste, et nous reviendrons sur cette idée, vous le verrez aussi un peu plus tard, en devenant communiste, la Russie a tourné le dos à l'Europe, la Russie est devenue radicalement autre,
et qu'elle ne peut donc pas faire partie de l'ensemble européen. J'ajouterais, pour faire plaisir à quelques-uns d'entre vous, j'imagine, que Koudelov-Kalergi estime également que le Royaume-Uni ne peut pas faire partie de l'Europe, d'abord parce qu'il est trop lié aux États-Unis, ensuite parce qu'il est trop lié au Commonwealth, au reste du monde, et donc qu'il n'a pas vocation européenne pour lui. C'est l'Empire carolingien, à proprement parler, un autre rêve d'empire en l'occurrence, l'Empire carolingien qui doit être le point de départ, si on peut dire, d'une Europe unifiée, allant en l'occurrence jusqu'aux limites, aux frontières de la Russie. Mais justement, sur cette frontière, vous avez l'Ukraine. Et l'Ukraine se trouve ainsi prise, littéralement, entre le feu de deux grands projets. Le projet européen, même si, regardons, il a été dévoyé, etc. Mais c'est un grand projet, un rêve d'empire, le projet européen. Le projet européen, parti de l'Ouest, et le projet eurasiste, parti de l'Est. Et ces deux rêves et ces deux projets se rencontrent exactement en Ukraine et à l'intérieur de l'Ukraine. Voilà donc cette réalité d'une Ukraine frontière, vous voyez, bien plus que frontière limesse de la Russie, hein, entre la Russie et la Pologne, bien plus que cela, frontière entre deux rêves littéralement d'empire, le rêve carolingien, dirons-nous, pour ne pas confondre avec l'Union européenne actuelle, et le rêve eurasiste de l'autre côté. Enfin, troisième réalité de l'Ukraine, qui va nous amener là aux enjeux plus précis actuels, et nous amener à parler, puisque vous attendez cela, de Vladimir Poutine. Enfin, l'Ukraine est la limite du Heartland. Vous savez que les géopoliticiens, anglo-saxons en particulier, ont défini le Heartland comme ce qui est au cœur de l'île mondiale, pour reprendre une définition de Mackinder. L'île mondiale, c'est l'ensemble du continent Europe, Asie, Afrique. Hein, ça c'est une grande île. Hein. Tout dépend de ce que... je peux avoir des îles de toutes les tailles. Et au cœur, vous avez le Heartland. Et ce Heartland est le pivot du monde. Celui qui contrôle le Heartland, dit Mackinder, contrôle l'Eurasie. Et celui qui contrôle l'île mondiale, l'île mondiale en l'occurrence, contrôle le monde. Voilà, le Heartland. Speakman, géopoliticien américain, lui, d'origine néerlandaise mais américain, beaucoup plus riche en l'occurrence que Mackinder, qui était anglais, avec des idées beaucoup plus foisonnantes. Speakman reprend un peu la même idée, mais en attribuant plus d'importance à ce qu'il appelle le Rimland, c'est-à-dire aux côtes de l'île mondiale, où se joue pour lui l'avenir du monde. Si c'est la puissance maritime, le Royaume-Uni autrefois, les États-Unis aujourd'hui, qui domine le Rimland, il domine le monde. Si c'est la puissance terrestre, celle du Heartland, qui domine le Rimland, c'est la puissance terrestre à ce moment-là qui domine le monde. Ce n'est pas surpris de voir que la guerre froide s'est jouée effectivement sur ce Rimland entre Américains et Soviétiques. Alors, tout cela évidemment est des idées bien générales, nous sommes d'accord. Tout cela, les anglo-saxons, tout cela a inspiré la géopolitique anglo-saxonne, et on peut dire que l'obsession des anglo-saxons, anglais autrefois, américains aujourd'hui, a toujours été d'empêcher l'unification de l'île mondiale derrière une puissance. Alors en remontant très loin, bien avant qu'on parle de géopolitique, pensez aux Anglais avec Napoléon, puis à partir du moment où la France n'a plus été la principale puissance mondiale, pensez aux Anglais et aux Américains face aux Allemands, et puis enfin, les Américains face aux Soviétiques après la Seconde Guerre mondiale. C'est la même logique, exactement. Alors vous me direz, oui, mais tout ça est fini. Tout ça est fini puisque l'URSS a disparu, puisque la plupart, la totalité des républiques qui étaient liées à la Russie dans l'URSS ont proclamé leur indépendance et donc ne font plus partie d'un quelconque empire russe. Où est le problème? Comment imaginer que la Russie pourrait unifier maintenant leur truc? Eh bien, le paradoxe et le problème, c'est que cette idée qui a... alors, il y a un très bon article aussi dans la revue, excusez-moi, c'est piqûre de rappel, d'Olivier Zajac, qui est extrêmement brillant, qui justement développe un peu tout ça et qui montre comment ce qui est des idées théoriques ont réellement inspiré la stratégie pratique des États-Unis. Hein, comment on passe d'une théorie, encore une fois, très fumeuse, hein,
la terre contre la mer, etc. Okay, comment on passe à des applications pratiques, très concrètes, qui effectivement ont changé de vie. Eh bien, les Américains, de façon étonnante, n'ont pas renoncé à cette idée, alors que la Russie ne semble plus être un danger aujourd'hui, ou en tout cas pas le même danger. Ou je dirais mieux les choses, ils ont considéré après la chute de l'URSS. Et ils considèrent encore aujourd'hui la Russie comme un danger potentiel. Et là, il y a eu un changement radical entre, je dirais, les deux Bush. Bush père avait eu la sagesse, lors de la chute de l'URSS, de prononcer ces mots, à mon avis, plein de bon sens. Ce n'est pas la Russie qui a été vaincue, c'est le communisme. Ce qui semblait ouvrir la voie à une forme de relation normale avec la Russie, de réconciliation peut-être avec la Russie, en tout cas, ce qui voulait dire que si le communisme avait été l'ennemi des États-Unis, eh bien la Russie n'était pas obligatoire. Peu à peu, avec le temps, avant même Bush Junior, avec Clinton d'abord, très nettement, puis avec Bush Junior, s'est imposée une pensée néoconservatrice qui a considéré que l'ennemi, ce n'était pas tellement le communisme, en tout cas ça peut plus l'être aujourd'hui, hein, en tout cas en Russie, mais que l'ennemi, c'était maintenant clairement, et c'était toujours, la Russie. Et de ce point de vue-là, le changement a été radical, et nous y reviendrons, il a fortement déçu les Russes. Alors, emblématique de ce point de vue, l'homme qui a très fortement inspiré la politique de Clinton, Brzezinski, Spiro Brzezinski, je pense que vous connaissez son nom, même si vous avez comme moi du mal à le prononcer, qui a rédigé donc un ouvrage tout à fait remarquable en 1997, Le Grand Échiquier, 1997, 6 ans après la chute de l'URSS, dans lequel il proclame qu'il faut empêcher par tous les moyens la Russie de redevenir une grande puissance. Et de façon absolument extraordinaire. Vous voyez que c'est là qu'on passe de la théorie à l'action, de façon tout à fait extraordinaire. Presque 20 ans avant les événements d'Ukraine que vous devez connaître, il écrit textuellement « Sans l'Ukraine, la Russie ne peut plus être un empire ». Et donc il estime que l'Ukraine, avec son potentiel agricole, avec sa population et sa superficie, qui est à peu près celle de la France. L'Ukraine, c'est à peu près la France en population, en superficie. Avec son potentiel minier, qui est gigantesque, beaucoup plus que la France, là en l'occurrence. Avec ses industries métallurgiques, voilà. L'Ukraine ne doit en aucun cas rester ou repasser sous influence russe. Et toute la politique américaine se fixe, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, à cet objectif principal, essayer de faire basculer les uns après les autres les anciennes républiques soviétiques dans le camp euro-atlantique, essayer de les attirer dans l'OTAN. Ça a été pendant un temps la tentative de ce qu'on a appelé le Guam, Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie, 4 pays qui étaient réunis derrière les États-Unis, avec comme objectif de les faire rentrer dans l'OTAN, ce qui en l'occurrence n'a pas réussi, déjà pour la Géorgie, parce que la Russie est intervenue vigoureusement contre ce pays, vous le savez, et puis pour l'Ukraine, ça avait été envisagé, et quand Yanukovych a été élu président, il a retiré la demande ukrainienne d'entrer dans l'OTAN. J'ajouterai une chose au passage, tout ça est un peu hypocrite, en tout cas de la part des Européens, parce que vous imaginez si aujourd'hui l'Ukraine était dans l'OTAN, ben, ça serait évidemment une incitation extraordinaire aux plus radicaux des dirigeants ukrainiens actuels pour aller tenter, par exemple, de récupérer la Crimée. D'envoyer quelques hommes se faire tuer en tentant de reprendre la Crimée, ce qu'ils ne pourraient pas faire eux-mêmes. Mais article 5 de l'OTAN, nous sommes obligés à ce moment-là d'intervenir pour aider l'Ukraine dans son combat. Donc, tout ça est très très hypocrite. Qui veut réellement que l'OTAN entre dans l'Ukraine, que l'Ukraine entre dans l'OTAN? C'est encore une autre question. Mais en tout cas, voilà, c'était en tout cas un objectif que fixait Brzezinski. Et ce discours n'a pas changé. Vous avez eu il y a 4-5 ans un ouvrage de celui de néoconservateur américain que je considère comme le plus brillant, Kagan, intitulé « Le retour de l'histoire ».
dans lequel il nous dit exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Encore une fois, ça paraît très simpliste, très théorique, mais c'est du simplisme qui inspire la politique, c'est pas du simplisme perdu dans les nuées, hein, c'est du simplisme appliqué. Il explique que le monde se divise, comme en 1914, retourne l'histoire, comme en 1914, entre des autocraties qui dominent le cœur du continent asiatique, la Chine et la Russie, et des puissances démocratiques, l'Amérique, l'Europe occidentale, etc., et que le combat entre les deux est inévitable. Et vous avez eu il y a 2 ans, d'un autre Robert, néoconservateur, lui aussi, Kaplan en l'occurrence, un ouvrage intitulé « Le retour de la géographie ». Voilà, on revient. Qui nous explique exactement la même chose, la lutte de la terre contre la mer, etc. Bon, voilà, c'est pas du tout les idées qui ont disparu de la pensée géopolitique américaine. On pourrait penser que tout ça est obsolète. Hein. Ces idées que c'était fixées après 1945, en partie avec Spitman, on pourrait penser que c'est devenu obsolète. Ça n'est pas du tout obsolète. C'est ce qui guide aujourd'hui une partie, en tout cas, de l'action américaine. Alors, voilà l'enjeu pour les États-Unis. L'enjeu pour la Russie, eh bien vous l'avez compris, il est exactement inverse. La Russie a hésité dans les années 90. Dans les années 90, il y a eu des tentatives de rapprochement avec l'Occident. On a même abouti en 1997 à la création d'un conseil conjoint OTAN-Russie, qui semblait aller vers un effort pour arranger les relations. On a eu un rapprochement assez sensible en 2001, après les attentats du World Trade Center, l'intervention américaine, et en général occidentale en Afghanistan, où les Russes ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté à l'égard des Américains, en aidant à partir au ravitaillement des troupes, à partir de l'Asie centrale, etc., des troupes alliées installées en Afghanistan. Il est vrai que Poutine en a retiré un avantage, c'est que bizarrement, brutalement, plus personne n'a parlé de l'action de la Russie en Tchétchénie. Avant, la façon dont les Russes tentaient de remettre au pas la Tchétchénie était abominable, un crime contre l'humanité. Du jour au lendemain, hein, on n'en a plus parlé, et puis on en reparle après. Et voilà. Pendant 3-4 ans, il a été tranquille, et donc, étant tranquille, il a pu régler les choses comme vous le savez. Ah oui, c'est de la politique, hein, c'est pas de la morale. Il y a eu un réel effort d'ouverture, à Helsinki en particulier, une démocratisation de la Russie qui n'est pas totale bien sûr, mais il ne faut pas plaisanter. Hein. Je l'ai noté là aussi dans la revue des articles, j'ai entendu Christine Ockrent un matin sur BFM Télé dire il y a plus de goulags aujourd'hui en Russie qu'il y en avait à l'époque de Staline. Alors d'abord, ça ne veut rien dire, parce que les goulags, c'est le goulag, etc. Donc ça serait, il y a plus de camps au sein du goulag, ou bien il y a plus de prisonniers dans le goulag qu'à l'époque de Staline, donc déjà ça ne veut rien dire, c'est pas du français. Mais en dehors du fait que c'est pas du français, c'est quand même un peu énorme d'oser dire des choses pareilles. Et aucun journaliste sur le plateau de BFM Télé ne l'a reprise en lui disant c'est un peu exagéré, c'est un peu non. On peut vraiment dire n'importe quoi, c'est rassurant. Il continue de parler. On risque pas de dire pire. Donc, ceci pour dire qu'il y a eu, un début de démocratisation en Russie qui n'est pas si faible que cela. Et puis, il y a eu une attitude beaucoup plus agressive des États-Unis. Il y a eu un tournant. Alors déjà la guerre du Kosovo, l'indépendance du Kosovo, mais le vrai tournant il est ailleurs. C'est l'entrée des pays de l'Est dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Et ceci a été considéré par Moscou comme d'abord une trahison de la parole qui avait été donnée par Bush père. Bush père avait promis aux Russes que jamais les pays d'Europe orientale n'entreraient dans l'OTAN. Ça a été vécu comme voilà, la présence aux frontières de la Russie, ou quasiment aux frontières de la Russie, de pays qui sont liés aux États-Unis, des États-Unis dont nous venons de voir qu'ils continuent à considérer la Russie comme un ennemi. Dans la foulée, vous avez eu le bouclier antimissile. Vous avez eu surtout l'extraordinaire discours de Dick Cheney, un vice-président américain, à Vilnius en 2006, qu'on a interprété comme un retour de la guerre froide. C'est pas Poutine qui l'a déclaré, parce qu'après, on dit Poutine, discours de 2007, etc., très agressif de Poutine. Mais c'était une réponse au discours de Dick Cheney de 2006, qui, en un mot, disait, il y a cette phrase dans le discours, la Russie doit changer. Déjà, c'est bien,
et qu'ils se mettent au garde à vous et qu'ils changent complètement de régime, de système, de politique, parce que les Américains leur demandent. Et avec déjà la menace de sanctions économiques, tout ça n'est pas nouveau, hein, à l'égard de la Russie, si elle ne change pas et si elle ne se conduit pas comme on veut qu'elle se conduise. Et puis il y a évidemment le sentiment d'humiliation subi par la Russie au cours de la décennie Eltsine, hein, la période des années 90. Sokolov résume ça en une assez bonne formule. Hein. L'échange de la puissance perdue contre la prospérité introuvable. Les Russes ont renoncé pendant un temps à la puissance en espérant que cela leur permettrait d'avoir des soutiens occidentaux et de l'argent occidental en particulier qui leur permettent de se redresser. Ils n'ont pas obtenu grand-chose. Et du coup, voilà, en l'occurrence, avec Poutine, d'abord, la prospérité qui revient, non pas que ce soit dû réellement à l'action de Poutine, mais parce qu'il y a la hausse du prix du pétrole. Il faut avoir de la chance en politique. Poutine arrive au pouvoir au moment où le prix du pétrole commence à augmenter. Chance extraordinaire qui explique quand même une partie de son succès. Et puis, la puissance retrouvée, évidemment, indiscutablement, comme on dit. Alors, dans ce cadre, donc, que signifie l'Ukraine pour Poutine? Eh bien, elle prend place dans le grand dessein de Poutine, dans le grand projet qui est le sien, le projet de création d'une union eurasiatique. Il y a déjà toute une série d'organismes qui existent et qui réunissent certaines des républiques anciennement soviétiques, des États anciennement soviétiques, les uns avec les autres. Il y a la CEI qui en rassemble beaucoup, mais qui est une coquille vide, qui en fait a surtout servi à gérer la fin de l'URSS plus qu'autre chose. Elle ne sert à rien. Il y a une organisation d'alliance militaire avec quelques pays, mais tout ça, il y avait une union douanière, mais qui ne fonctionnait pas. Bon, il y avait peu de choses réellement homogènes. L'année dernière, donc, une union douanière renforcée, avec tarifs extérieurs communs, a été signée entre le Kazakhstan, la Biélorussie et la Russie. La Kirghizie a proposé de rallier, l'Arménie a proposé de rallier, pour l'instant ça n'est pas encore fait. La plupart des républiques d'Asie centrale, sauf le Turkménistan probablement, devraient également rallier cette union douanière. Mais évidemment, le gros morceau, c'était l'Ukraine. Car avec l'Ukraine dans l'union douanière, celle-ci prenait une importance plus grande. Les liens économiques entre la Russie et l'Ukraine, dont j'ai vu qu'ils sont importants, dit qu'ils étaient importants pour le complexe militaro-industriel, seraient du coup renforcés. Donc, voilà, pour Moscou, il était intéressant de faire entrer l'Ukraine dans cette union douanière. Et là, une chance extraordinaire, la déliquescence complète de l'Ukraine, il faut bien le dire, due à ses dirigeants successifs, qu'ils aient été pro-occidentaux ou pro-orientaux, hein, Yanukovych ou Timoshenko, c'est pareil de ce point de vue-là, la corruption répandue à un niveau extraordinaire, et l'Ukraine au bord de la banqueroute, à qui les Européens proposent un accord d'association sans, dans le cadre de la politique de voisinage, sans aide financière, ou pratiquement sans aucune aide financière, mais avec l'obligation d'adopter des réformes d'austérité, c'est ce que ça veut dire, qui évidemment n'allaient pas obligatoirement arranger la situation de l'Ukraine, et de l'autre côté Poutine, qui propose l'adhésion à l'union douanière et qui offre immédiatement sur la table 15 milliards de dollars, hein, tout de suite. Alors évidemment, Yanukovych, de ce point de vue-là, est un homme qui a toujours hésité entre l'Est et l'Ouest, représentatif des divisions de l'Ukraine, qui a toujours regardé à l'Ouest et à l'Est sans arrêt, qui n'est pas spécialement l'homme de Moscou, contrairement à ce que l'on a pu croire avec Poutine. Eh bien, Yanukovych, à ce moment-là, évidemment, n'a quand même pas beaucoup hésité et a rallié l'union douanière. La conséquence, vous le savez, c'est des manifestations qui se sont déroulées immédiatement sur la place Maïdan, c'est la chute du régime et finalement l'échec de cette entrée dans l'union douanière. Mais au-delà de l'adhésion de l'Ukraine, ce que vise Poutine avec cette Eurasie, eh bien, je dirais que c'est exactement la même chose que ce que vise Obama avec le pivot stratégique. Obama et Poutine sont au moins d'accord sur une chose, pas d'accord sur tout, au moins sur une chose, ils sont d'accord sur le fait que l'avenir du monde se joue aujourd'hui en Russie. Que la croissance mondiale se joue en Russie. En Asie, excusez-moi, et en Asie Pacifique. Que la croissance mondiale donc se joue là. Que, retenez cela, c'est capital pour la Russie, le débouché
énergétiques majeurs, le grand marché qui absorberont le pétrole, le gaz, les matières premières en général, demain, ce seront les pays asiatiques et en partie la Chine. Or, la Russie a un problème sur le plan énergétique, c'est qu'elle dépend beaucoup trop de ses exportations vers l'Ouest, tout simplement parce que en 91, au moment où je suis l'URSS, il n'y a aucun tube qui relie l'URSS à la Chine. Vous savez, c'est lié à la forte brouille entre la Chine et la Russie depuis 1960. Donc, il n'y a pas de tube. Et donc, toutes les exportations se faisaient en direction de l'Ouest. Depuis, on a établi des gazoducs, quelques oléoducs, bon voilà. Les infrastructures commencent à se mettre en place, elles restent modestes, mais l'avenir pour le gaz russe et pour le pétrole russe, il est très probablement en Chine, au Japon, beaucoup plus qu'en Europe, ne serait-ce que si, en plus, l'Europe devait prendre des sanctions accentuées contre la Russie. Donc, il y a ce désir d'être plus présent dans le monde asiatique, avec ce sentiment que se joue peut-être là l'avenir du monde. Et puis, il y a aussi le Heartland, toujours le Heartland. Le Heartland, aujourd'hui, est partagé entre deux grandes puissances, la Russie et la Chine. Elles sont unies dans le traité de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, qui est encore assez vague, bien sûr, enfin, qui inquiète quand même beaucoup les Américains. Évidemment, des liens forts entre la Russie et la Chine, c'est évidemment quelque chose qui peut gêner la puissance américaine, qui d'ailleurs fait tout ce qu'elle peut pour essayer de séparer la Russie de la Chine. C'est évidemment son intérêt, elle a bien raison, si l'on dit. Voilà donc l'enjeu pour la Russie. Et l'enjeu pour nous, pour l'Europe, eh bien, il est bien compliqué. Je citerai quelqu'un, ça vous aidera peut-être, mais qui, sur ce sujet, a une position qui me semble parfaitement saine et claire. C'est Jacques Attali, qui, toujours à la télévision, a déclaré « La Russie est en Europe et nous devons l'admettre ». Cela veut dire, et il voulait dire, qu'on ne peut pas faire en Europe et suivre en Europe une politique qui soit d'affrontement systématique avec la Russie. Nous avons des intérêts communs, peut-être justement, autour de l'énergie. Nous avons surtout l'intérêt d'avoir des relations plutôt pacifiées. Les Américains sont loin des relations mauvaises avec la Russie, ils n'en retireront pas les conséquences immédiates. Nous, Européens, sommes beaucoup plus proches, et il n'est pas de notre intérêt d'avoir des relations exagérément brouillées avec la Russie. Or, cette idée d'essayer de rassembler la grande famille européenne, famille orientale et famille occidentale, dans un ensemble commun, elle n'est pas non plus nouvelle. Elle est réapparue après 91 et c'était une autre réponse possible à la nouvelle donne. 91, l'URSS disparaît. Qu'est-ce que l'on fait? L'une des réponses possibles était de dire maintenant, réintégrons la Russie et les républiques russes, anciennement soviétiques, dans une communauté européenne. Alors, sans doute pas l'Union européenne, parce que la Russie dans l'Union européenne, ça reviendrait, vous connaissez la formule de Trudeau, à propos des relations entre le Canada et les États-Unis, c'est difficile de dormir dans le même lit qu'un éléphant. Si on met la Russie dans l'Union européenne, évidemment, ça sera un problème de dormir avec un éléphant. Mais en tout cas, des relations dans un ensemble plus ou moins institutionnel. François Mitterrand y avait pensé. Et François Mitterrand avait suggéré, après 91, la création d'une confédération européenne qui aurait eu des formes extrêmement lâches, extrêmement molles, mais qui aurait eu l'avantage d'être un lieu où Européens et Russes, Européens de l'Ouest et Russes, Européens de l'Ouest et Européens de l'Est, puissent se retrouver, puissent essayer de dégager des intérêts communs, et puissent essayer surtout de régler leurs litiges multiples. Il faut savoir que ce projet a été immédiatement saboté par un certain nombre d'hommes d'État européens qui ont expliqué que c'était impossible parce que ça voulait dire rompre nos liens historiques avec les États-Unis. Et au premier rang, il faut le savoir, celui qui a été qui est monté immédiatement au créneau contre ce projet avancé par François Mitterrand, c'est le Tchèque Václav Havel, qui est immédiatement monté au créneau contre cette idée, préférant en l'occurrence que l'Europe de l'Ouest regarde en direction de l'Ouest des États-Unis, plutôt qu'en direction de l'Est, le reste du continent. Voilà donc comment je voulais introduire un peu les choses. J'espère avoir répondu à une partie
de vous attendre vos questions. C'est le moment de conclure. Et pour conclure, je vais faire appel à Emmanuel Todd, à nouveau, dans Après l'Empire, qui nous ramène au réel, c'est-à-dire à la géographie, en prononçant une phrase d'un truisme presque scandaleux. Mais le truisme a cela de bon qu'on peut difficilement le nier et on ne peut pas ne pas faire avec. Emmanuel Todd nous dit en effet « Notre seule certitude concernant l'Ukraine est qu'elle ne va pas se déplacer. » Voilà. Elle restera là, entre l'ouest et l'est du continent, pour être une pomme de discorde, pour être une proie à partager, ou pour être un lieu de rapprochement. C'est à nous. Je vous remercie.